Bienvenue aux eaux du Métropole Grand Nancy. Je m'appelle Laura et je serai votre guide tout au long de cette vidéo. Se situant à seulement 5 km de Nancy, dans la région Grand Est, venez vivre l'expérience d'un voyage au cœur de la nature. Vous ferez la rencontre de plus de 800 animaux, des centaines d'espèces différentes et tout ça dans un domaine de plus de 120 hectares. C'est un véritable lieu de rencontre et de partage. Mais tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler les missions structurelles de notre zoo. Une contribution à la conservation des espèces animales sauvages en milieu naturel ou hébergées en captivité, l'information du public sur la biodiversité et la faune sauvage, la prévention des risques écologiques et la plus importante, maintenir une diversité génétique de l'espèce au cours de son évolution. Et oui, car nous le savons, plus le temps passe et plus les espèces anciennes disparaissent, et ce, dû au hasard génétique principalement. Par exemple, pour nous les humains, chaque gamète est l'un des 8 millions de gamètes possibles chez chacun des parents. Un même couple peut potentiellement être à l'origine de plus de 64 milliards de cellules œufs génétiques différentes. Chacun d'entre nous est donc le produit d'une sorte de tirage au sort où nous avons une chance sur 64 milliards d'être ce que nous sommes. Chaque individu issu de la reproduction sexuée possède donc un programme génétique qui contribue à le rendre unique, et cela grâce à différents niveaux d'intervention du hasard. Le premier est la production des gamètes. Lors de la formation des gamètes, les chromosomes homologues se séparent. Or, les chromosomes de chaque père peuvent porter des allèles identiques ou différents. Lors de cette séparation, ils vont donc former des gamètes contenant des informations génétiques différentes. Si l'on se limite, pour simplifier, à 3 paires de chromosomes, la cellule mère des spermatozoïdes ou des ovules va se diviser en séparant ces chromosomes homologues au hasard et l'on pourra obtenir 8 spermatozoïdes ou ovules génétiques différents. La deuxième est la fécondation. Les noyaux des spermatozoïdes et des ovules fusionnent et mélangent ainsi au hasard l'information génétique. Pour chaque paire de chromosomes et chaque gène, un exemplaire vient du père et l'autre de la mère. En rétablissant le nombre de chromosomes de l'espèce, la fécondation rassemble au hasard des allèles provenant des deux individus génétiquement très différents. Donc, la cellule œuf, au sein de chaque paire de chromosomes, un chromosome contient l'allèle provenant du père et l'autre de la mère. Comme chaque spermatozoïde peut contenir soit un chromosome X, soit un chromosome Y, c'est le type de spermatozoïde et donc indirectement le père qui déterminera le sexe de son futur enfant, en fécondant avec un ovule qui lui ne peut contenir qu'un chromosome X au sein de la paire de chromosomes sexuels. La reproduction crée donc au hasard un nouveau programme génétique. Mais l'intervention du hasard n'est pas seulement due à ces deux facteurs. Le mécanisme de dérivés génétiques et d'effets fondateurs ont également une place très importante. Je vous laisse maintenant avec mes collègues qui vont vous présenter ces différents mécanismes au sein de nos animaux. Bonjour à tous. Au cours de ma brève intervention, je vais essayer de vous présenter la dérive génétique à partir d'un exemple pour essayer d'être plus clair. Le hasard et la dérive génétique dans l'évolution des espèces. Au cours de l'évolution des espèces, on le sait, différents mécanismes ont permis de conserver ou d'éliminer des mutations. Comme ma collègue Laura vous l'a dit, nous nous intéresserons plus particulièrement à la dérive génétique. Pour introduire cette notion qui est plutôt compliquée, nous utiliserons l'exemple des escargots. Nous disposons donc d'une population mère plutôt homogène, avec différents escargots qui possèdent des coquilles de différentes couleurs. Pour des raisons diverses, comme par exemple géographiques, on va avoir un petit groupe qui va s'isoler. Ainsi, le déplacement de ce petit groupe d'individus va être à l'origine d'une nouvelle population. Ce déplacement se nomme l'effet fondateur et dépend donc du hasard. Imaginons que les escargots qui se sont déplacés soient par hasard tous jaunes et qu'ils aient sur leur coquille soit des bandes foncées, soit des bandes claires. Si les escargots ont des bandes foncées, on peut donc écrire leur génotype de cette façon, petit f sur petit f. Tandis que s'ils possèdent des bandes claires, il y a deux façons différentes de l'écrire, grand F sur petit f ou grand F sur grand F.
Maintenant, imaginons que nos escargots de notre groupe restreint se reproduisent et que par hasard l'escargot à bande claire soit hétérozygote grand F sur petit f et qu'il transmette l'allèle petit f à sa descendance. Ainsi, les futures générations de ce groupe d'individus seront obligatoirement jaunes à bande foncée et l'allèle grand F sera éliminé et disparaîtra de ce groupe. On appelle donc ce processus la dérive génétique qui correspond donc à la modification aléatoire de la fréquence des allèles d'une population. Bonjour, c'est avec moi que vous allez poursuivre la visite. Je m'appelle Théo et je vous emmène vers l'enclos des lions. Les lions de notre zoo sont issus directement de la réserve du Serengeti en Tanzanie. Laissez-moi vous raconter leur histoire et vous montrer les conséquences de la dérive génétique et de l'effet fondateur dans leur cas. Tout d'abord, il faut savoir que les lions du cratère Ngorongoro se sont isolés des autres lions du Serengeti. Ils proviennent d'une population de 11 lions seulement qui ont survécu à une épidémie en 1962. Aujourd'hui, on remarque malheureusement qu'ils sont en mauvaise santé alors qu'il y a de l'eau et de la nourriture en abondance dans le cratère. Tout ceci est dû à la dérive génétique. Si on s'intéresse à une grande population, donc les lions du Serengeti, et qu'on regarde la fréquence allélique, on voit qu'elle reste stable et que la richesse génétique ne varie pas. En revanche, si on s'intéresse à une population isolée, donc les lions du cratère Ngorongoro, on voit que la fréquence allélique va être différente de la population mère. Ici, 80% pour l'allèle vert, seulement 20% pour l'allèle rouge, alors que chez la population mère, nous étions à 50%, 50%. Puis, suite à une fécondation aléatoire, des allèles vont disparaître. C'est ce qu'on appelle la dérive génétique. D'ailleurs, chez ces lions, cela a pu être prouvé scientifiquement. En effet, si on regarde cet allèle A3, on voit que chez les lions du cratère Ngorongoro, il a totalement disparu. Et la fréquence allélique a aussi été modifiée. Regardez cet allèle A2 qui était présent à 80% n'est plus que présent à 15%, et cet allèle B2 présent à 26% tend à disparaître. Pour récapituler, si on s'intéresse à cette population de lions où il y a 50% de lions bleus et 50% de lions verts, et qu'une petite population s'isole, la fréquence allélique va changer. Effectivement, ici, la fréquence allélique était de 50-50, mais ici, il y a 2 lions bleus et un seul lion vert. Puis, la dérive génétique va faire disparaître certains allèles et on va se retrouver avec une population entièrement de lions bleus. La population va donc être appauvrie et l'espèce va se retrouver fragilisée. C'est ce qui explique le mauvais état de santé chez les lions du cratère Ngorongoro. Bonjour à tous. Moi c'est Sidibé Oumar. Je vais vous expliquer un peu la dérivée génétique et l'effet du hasard chez les éléphants. Et comme cela, nous avons fait des recherches au niveau des éléphants. Donc du coup, nous sommes allés en Afrique du Sud. Il y avait des éléphants qui n'avaient pas de défense. Donc on se posait la question pour savoir pourquoi et comment se fait qu'on arrive à voir les éléphants qui naissent sans les défenses. Les défenses qui sont des parties du corps très importantes pour un éléphant, déjà ça lui permet de se défendre, comme le nom le dit déjà, les défenses. Et ça permet aussi de se nourrir. Mais en même temps, pour les habitants de ce continent aussi, la défense d'un éléphant, ce sont des matières très précieuses. C'est très recherché en Afrique du monde. Donc du coup, il y a certaines personnes qui s'adonnent à des pratiques un peu pas bien quoi. Donc du coup, ils font du braconnage, ils font tout ce qu'ils peuvent pour arracher la vie aux éléphants ou soit d'arracher les défenses. Mais dans certaines années, de 1919 à 1920, il y a eu l'effet intense du braconnage en Afrique du Sud. Donc du coup, on avait des éléphants de 130 éléphants. Nous sommes passés à 11 éléphants. Donc du coup, il y a les chercheurs qui sont allés récupérer ces éléphants qui étaient déjà dans les forêts et les ont envoyés dans un parc national d'Abdo qui se situe en Afrique du Sud. Parmi les 11 éléphants, il y a 8 qui étaient les femelles et il y a 3 qui étaient les mâles. Bon, ils se sont accouplés pour voir un peu la descendance au fur et à mesure. On constatait que la dérivée de ces éléphants, ça donnait beaucoup des éléphants qui n'avaient pas de défense. En particulier les femelles, ils n'avaient pas de défense. Ce qui est
la dérivée génétique, ça prouvait qu'on pouvait avoir ces éléphants qui n'avaient pas de défense. Comme quoi, certes, il y a l'effet du hasard qui fait qu'ils n'ont pas de défense, mais il y a certaines pratiques qu'on faisait dans le passé qui avaient des impacts sur la dérivée génétique de la descendance. Donc du coup, on peut dire que effectivement, il y a des pratiques qu'on peut exécuter maintenant qui peuvent avoir des répercussions sur la descendance dans les années à venir. Même si à cela, il ne faut pas oublier l'effet du hasard. Voilà. C'était pour ça, c'était pour vous montrer un peu l'importance du hasard et l'effet de la dérivée génétique. Merci. Bonjour, j'espère que votre visite se déroule bien et que vous passez un agréable moment en compagnie de nos animaux. Je m'appelle Romane et je vais vous conduire au bassin aux baleines. Les baleines font partie de la famille des cétacés. Dans notre zoo, nous avons la chance d'avoir plusieurs sortes de baleines. Nous avons les baleines à bosse, les baleines franches et aussi les baleines bleues, qui sont les plus grands mammifères qui n'aient jamais existé. En effet, la baleine bleue peut atteindre les 30 mètres de long et peser jusqu'à 170 tonnes. Cela permet de nous rendre compte de la toute petite place que nous avons dans l'univers. Mais les baleines bleues, ou les baleines en général, n'ont pas toujours été des géants. Le virage vers le gigantisme s'est fait il y a 2 à 3 millions d'années, au début d'une ère glaciaire qui a donné un avantage aux rocales les plus gros. Mais retournons au commencement de cette espèce. Il y a plus de 50 millions d'années, les ancêtres des baleines arpentaient les terres fermes. Ils étaient des petits mammifères à 4 pattes qui étaient réputés pour leur vitesse. À cette époque, ces mammifères ont su profiter des habitats rendus disponibles par la disparition des grands reptiles. Cette explosion de formes nouvelles a dû entraîner une compétition très forte, ce qui aurait poussé certaines espèces à exploiter le milieu aquatique. C'est dans ce contexte que l'ancêtre des baleines est retourné à la mer. Au fil des temps, cet ancêtre s'est adapté à son milieu. Par exemple, les pattes arrière ont disparu. L'arrière du corps s'est transformé pour donner une nageoire caudale. Les pattes avant se sont modifiées en nageoire pectorale. Leurs dents se sont transformées en fanons et ils ont perdu presque tous leurs poils. C'est ce qui leur donne leur aspect actuel. En étudiant à la fois des fossiles et des cétacés contemporains, une équipe de chercheurs a recensé les mutations génétiques à l'origine de la disparition de leurs pattes. La perte des membres inférieurs de la baleine est le fruit de 15 millions d'années de mutations. Génération après génération, la sélection naturelle favorise les mutations qui se transmettent le plus dans les populations. Et plus la population est petite, plus elle va prendre en compte cette mutation et la transmettre aussi à sa descendante. On appelle ça la spéciation. C'est ce qui s'est passé avec les ancêtres des baleines. Quand ils sont retournés vivre au milieu aquatique, ils se sont séparés et ont été isolés les uns des autres, ce qui a favorisé l'intégration des mutations, qui a fini par créer une nouvelle espèce que vous pouvez admirer aujourd'hui dans notre zoo. Ces mutations étaient un avantage pour les ancêtres de la baleine. Elles leur ont permis de s'adapter à leur nouveau lieu de vie. Les ancêtres des baleines étaient donc des mutants avantagés. Ils étaient plus compétitifs et avaient donc en moyenne plus de descendants. Une mutation qui permet de mieux échapper à un prédateur, de mieux s'orienter, de mieux séduire le sexe opposé, d'avoir plus de descendants, de mieux résister aux maladies, de mieux tirer profit d'une vie en société, aura tendance à faire baisser le taux de mortalité chez les mutants ou à améliorer leur succès reproductif, ce qui est le cas chez nous pour les baleines. Les cétacés que nous connaissons aujourd'hui sont le résultat de millions de mutations génétiques. Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'ils partagent un ancêtre commun avec la vache, le cochon, le chameau, la girafe ou encore l'hippopotame. Bienvenue à tous dans l'enclos des cerfs. Ici, vous pourrez y voir 2 espèces. Cette première espèce est les cerfs d'Anticosti. Ces cerfs sont une sous-espèce. La sous-espèce de notre deuxième espèce présente dans l'enclos, les cerfs de Virginie, provenant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent en Amérique du Nord que vous pouvez voir sur la carte. Vous pouvez aussi voir l'île d'Anticosti en haut à droite. Celle-ci est isolée du reste du monde. C'est ici qu'en 1896 sont arrivés les ancêtres des cerfs d'Anticosti, 220 cerfs de Virginie importés par l'homme. Or, on sait que lorsqu'une petite partie d'une espèce est mise en milieu isolé, elle est souvent associée à une perte de la variation génétique. C'est l'effet fondateur, un cas particulier de la dérivée génétique.
On peut expliquer cette diminution par ces deux schémas. On peut voir que lorsque la population est petite, 10 individus, au fur et à mesure des générations, beaucoup d'allèles perdent leur fréquence, alors que lorsque la population est grande, 100 individus, les allèles gardent une fréquence stable au fur et à mesure des générations. On peut expliquer ce phénomène avec nos cerfs d'Anticosti. Ceux-ci sont beaucoup plus petits que leurs ancêtres, les cerfs de Virginie, car dans la population importée, il y avait peu de cerfs détenant l'allèle de grandeur, et celle-ci n'a pas pu résister au fur et à mesure des générations. Les porteurs n'ont peut-être pas eu de progéniture, ou alors n'ont tout simplement pas survécu, ce qui a donc réduit la variation génétique des cerfs d'Anticosti, qui ne peuvent plus être grands. Vous pourrez donc les reconnaître dans l'enclos par leur taille. Ceux-ci sont donc plus petits que les cerfs de Virginie. Ils sont tout de même assez ressemblants, car la variation génétique n'est pas énorme entre les cerfs d'Anticosti et de Virginie, car celle-ci, lors de l'importation, a dépendu de plusieurs facteurs, dont la taille du groupe qui était assez grand et qui a diminué la dérivée génétique, et le temps de croissance de l'espèce qui a été assez rapide et qui a aussi diminué la dérivée génétique. On peut donc dire que dans ce cas-là, il y a eu un faible effet fondateur. Mais malgré qu'ils se ressemblent, vous pourrez quand même les reconnaître à leur taille. Je vous laisse les observer. Après avoir présenté les différentes dérives génétiques de plusieurs animaux, nous pouvons passer à la conclusion. Nous allons donc rappeler les termes utilisés lors des différentes présentations. Donc tout d'abord l'effet fondateur, qui est un terme employé dans le domaine de la génétique pour décrire la propagation d'une mutation génétique au sein d'une population donnée. C'est l'épidémiologie. Plus exactement, ce phénomène est observé lorsqu'un certain nombre d'individus se différencient d'un groupe plus important en ne conservant qu'une partie du patrimoine génétique. Il y a également la dérive génétique, qui est l'un des mécanismes de l'évolution qui aboutit à la création de nouvelles espèces à partir de populations d'individus. Ce mécanisme est celui de la variation aléatoire des fréquences alléliques au sein d'une population et au cours des générations. Durant cet exposé, nous avons pu présenter l'éléphant, l'escargot, le lion, le cerf et la baleine. Grâce à ces présentations et à l'étude de leur diversification, nous avons pu remarquer qu'il y a différents types de mécanismes de diversification aléatoire. Donc il y a tout d'abord le hasard, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas tout expliquer. Il y a également la dérive génétique, qui est la modification aléatoire de la fréquence d'un allèle, mais il y a également des perturbations majeures imprévisibles, telles que des extinctions d'espèces marines, par exemple lorsqu'il y a eu la crise biologique de la fin du Permien il y a 250 millions d'années, 95% des espèces marines ont été éteintes. Il y a de tels événements qui provoquent des diversifications sur des espèces qui sont irréversibles. Il y a également les défenses sur les éléphants. En 1900, il n'y avait que 10% des femelles éléphants qui n'avaient pas de défense. Aujourd'hui, en 2007, il y a 98% des éléphants qui en possèdent. Tout ça pour dire que grâce à l'étude de tous ces animaux, nous pouvons dire que la plupart des diversifications se font sur le hasard ou alors sur des événements majeurs imprévisibles qui se passent dans l'histoire. Nous vous remercions pour votre visite dans notre zoo. À très bientôt. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre écoute. Merci la zone. Merci à vous. Merci à vous pour votre attention et on se dit à bientôt. Merci de nous avoir écoutés et surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup pour la visite.